j'essaierai au maximum de vous donner les indications sur les directions que je vais prendre. Vous les aurez en tête. Alors l'Alsace du Xe siècle au XVIIe siècle, elle faisait partie du Saint-Empire romain germanique. Elle sait qu'au milieu du XVIIe siècle, que Louis XIV va pour la première fois annexer l'Alsace au royaume de France. Et donc pour la toute première fois, on va devenir français. Et on restera français jusqu'à la fin de la guerre franco-prussienne, donc qui éclate en 1870. Napoléon III perd la guerre, l'Alsace est annexée. Alors, voilà. Notre cher Louis XIV annexe l'Alsace, donc milieu du XVIIe siècle. Et il va avoir besoin de franciser l'Alsace. Et donc il va créer une institution appelée le Conseil souverain, dont le siège va être établi à Colmar. Donc ça avait pour but de faire appliquer les lois françaises en Alsace et d'apprendre le français aux autorités locales. Et ça a laissé comme héritage à Colmar d'être la capitale judiciaire de l'Alsace. Alors ensuite, jusque-là, finalement, Colmar a été quand même restée toujours une petite ville plutôt médiévale et elle va vraiment prendre de l'ampleur avec l'annexion à l'Allemagne. C'est là que les Allemands vont doubler la superficie de la ville, ils vont doubler le nombre d'habitants et ils vont installer tout un tas d'infrastructures telles que la gare, le bâtiment qui est derrière vous, qui est en fait les anciens bains municipaux. Ils vont apporter l'électricité, le gaz, l'eau courante, donc ils vont beaucoup moderniser la région. Ensuite, je vous expliquais qu'on passe des mains françaises aux mains allemandes durant les guerres mondiales. Et la dernière date vraiment importante à retenir pour Colmar, c'est le 2 février 1945, qui est le musée Unterlinden, qui est un ancien couvent, donc le couvent des Dominicaines d'Unterlinden. Unterlinden, c'est tout simplement le nom du lieu-dit sur lequel elles se sont installées, qui veut dire sous les tilleuls en allemand. Nos sœurs, elles se sont installées au milieu du XIIIe siècle à Colmar. Elles vont y vivre jusqu'à la Révolution française. À la Révolution française, elles vont être chassées et le bâtiment va être réutilisé. Et en 1853, on va ouvrir un petit musée dédié originellement à Martin Schongauer, qui est un très grand graveur et peintre du XVe siècle, né à Colmar. Et ce petit musée il va très vite grandir, c'est le deuxième plus gros musée de province. Alors, vous êtes ici en face de l'église principale de Colmar, qui est l'église Saint-Martin, qui a été construite entre 1235 et 1365. Alors ici, ce qu'on regarde, c'est la façade ouest. La façade ouest, c'est donc le coucher du soleil. C'est la pénombre et donc symboliquement c'est la mort et c'est pour ça que généralement en façade ouest des églises on a une iconographie qui a un lien avec la mort. On a souvent la passion du Christ et ou le jugement dernier et donc c'est le cas également pour Saint-Martin. Si vous regardez au-dessus du portail principal, on a le tympan qui est divisé en deux registres. Le registre inférieur, vous avez l'adoration des mages. Et juste au-dessus, le jugement dernier. Donc on a le Christ qui est trônant. Il est entouré par deux fois deux anges. Et dans les angles, vous avez des petits personnages qui se réveillent de leur tombe et qui vont attendre le jugement et savoir s'ils vont aller au paradis ou au enfer. Et totalement au sommet, vous avez une statue équestre qui représente ce fameux Saint-Martin. Donc Saint-Martin, il était soldat dans l'armée romaine et il a été envoyé à Amiens. Et sur son chemin, il va rencontrer un mendiant qui va avoir extrêmement froid. Et Saint-Martin va avoir pitié de lui et il va couper la moitié de son manteau et il va donner donc une partie à ce petit mendiant. Et sur votre droite, on a également un très grand calendrier de l'Avent. Donc, alors, si vous regardez la décoration ici, vous verrez que dans les branches de sapin, ils ont mis des fausses pommes rouges. Et également des boules de Noël. Parce que originellement, le sapin, il était vraiment décoré avec des pommes. Et en fait, au milieu du 19e siècle, il va y avoir un été très sec. Alors on les décore avec des pommes et des noix. Et on va manquer de pommes et de noix pour décorer le sapin de Noël. Et du coup, il y a une verrerie dans les Vosges qui va avoir l'idée de créer finalement des pommes en verre et ça va devenir nos boules de Noël et c'est comme ça après que la tradition va se perpétuer et maintenant cette verrerie elle a été reprise et elle est à Meisenthal et ils font toujours de très belles boules de Noël soufflées en verre soufflé. Donc voilà comment
on en est arrivé à mettre des boules de Noël à nos sapins. Bonjour, bienvenue, moi c'est Bruno, donc on est à l'heure, merci. Je vous explique ce qu'on va faire. On va partir pour à peu près une bonne heure pour comprendre cette ville de Mulhouse sur une place de la Réunion. Et cette place, elle s'appelle la place de la Réunion, c'est pas parce qu'on s'est réunis aujourd'hui. Elle s'appelle la place de la Réunion parce que Mulhouse n'était pas française. Elle faisait partie d'un grand, on va la faire très courte, hein. Elle faisait partie d'un grand ensemble politique qu'on appelait le Saint-Empire romain germanique, qui allait pour la surface à peu près de l'Alsace d'aujourd'hui à la Pologne d'aujourd'hui, à peu près. Et c'est complètement différent d'un royaume. On est sous un empereur et on n'est pas sous une autorité très centralisée
comme par exemple l'autorité de Louis XIV dans le royaume de France. Et donc souvent l'empereur il va attribuer quelques privilèges et Mulhouse est attaché à ce privilège qui lui donne la liberté. C'est une ville libre et indépendante. Et voilà pourquoi au XVIIIe siècle, en 1746, on va avoir 3 jeunes gens qui s'installent à Mulhouse pour y installer la première manufacture d'impression sur étoffe. Parce qu'en fait, comme elle est libre et indépendante, c'est un petit peu comme Luxembourg et Monaco aujourd'hui, et bien du coup, elle paye moins de taxes. Voilà pourquoi l'aventure industrielle est née ici et pas ailleurs. Et ça, c'est un hôtel de ville où on s'est retrouvé. Et cet hôtel de ville, c'est un des plus anciens de France. Il date du XVe siècle. Et cet hôtel de ville, il symbolise justement cette liberté. Il symbolise cette liberté puisque on va avoir ici un pouvoir civil qui administre la ville. On va avoir un pouvoir civil qui administre la ville. Et donc, en fait, on affiche cette très belle architecture civile ici, en trompe-l'œil. Alors, c'est une architecture civile, mais pas laïque. Les 7 statues qui sont peintes sur la façade, ce sont les 7 vertus chrétiennes. Vous retrouvez la prudence, la foi, la justice, etc., la tempérance. D'accord? Dessous, si vous avez de bons yeux, vous voyez des blasons. Ces blasons, ce sont les villes et les cantons libres et indépendants de nos voisins de Suisse qui, à cette époque, ont tissé des liens de défense économique et autres avec cette ville libre et indépendante de Mulhouse. Voilà pourquoi, si vous regardez bien, ces blasons sont reliés entre eux par une chaîne en or qui symbolise ces accords. D'accord? Donc on va avoir ici une place de la Réunion, puisque c'est ici, dans cet hôtel de ville, qu'en 1798, on vote volontairement la réunion de Mulhouse à la France. C'est devenu français volontairement en 1798. Donc cette idée d'indépendance, c'est réunion de Mulhouse à la France qui donne le nom de la place de la Réunion. Voilà un peu pour les bases de Mulhouse. On voit cette tour là-haut. La tour tout au fond, c'est la tour de l'Europe. Et cette tour de l'Europe, en fait, elle s'appelle Tour de l'Europe, déjà parce qu'elle symbolise cette réussite industrielle, cette croissance de la ville de Mulhouse. D'accord? Et donc on est dans les années 1970, ça y est, on est devenu une grande ville, on en est fier et on affiche cette réussite économique. Et cette tour de l'Europe, que vous voyez là-bas au loin, elle a 3 faces. Parce que ici, vous n'êtes pas très loin de la frontière allemande, une vingtaine de kilomètres. Vous êtes à une trentaine de kilomètres de la frontière suisse. Et donc les 3 faces de cette tour, qui s'appelle Tour de l'Europe, symbolisent une face la frontière française, merci, une face la frontière suisse et une face la frontière allemande. Madame, si je vous jette à l'eau, c'est pas une bonne idée. Non, parce que c'est trop. Exactement. Vous risquez de vous casser les dents si ça gêne. Vous partez dans le Rhin. Et le Rhin, il vous amènera, si vous êtes dans l'eau, à Rotterdam. C'est-à-dire qu'ici, depuis que vous avez passé Belfort, l'eau elle coule du sud au nord. Voilà pourquoi vous êtes dans le département du Haut-Rhin et que Strasbourg est dans le Bas-Rhin. Et si je vous dis ça, c'est pas pour faire le malin, c'est que cette plaine baignée par le Rhin est entourée par 3 montagnes. Attention, ceux qui répondent en premier, c'est plus facile. Les 3 montagnes sont les Vosges, la Forêt Noire, d'Allemagne, oui. Le Jura. Et donc la Forêt Noire descend, après c'est le Jura, entre les deux passe le Rhin et en face la Forêt Noire. Si je vous explique tout ça, c'est que vous êtes donc dans la plaine rhénane, le Rhin, supérieur. Et que cet hôtel de ville n'est ni de style architectural français, ni de style Renaissance, ni de style bourguignon, ni autre, ni gothique. Il est de style Renaissance, rhénane, supérieur. Voilà pourquoi je vous parlais de géographie. Et si vous allez dans la ville de Freiburg en Allemagne, vous aurez du trompe-l'œil comme ceci, puisqu'on échange en commerce dans cette plaine rhénane supérieure de la même manière. Et si vous allez à Basel-Stadt en Suisse, eh bien de la même manière, vous aurez un Rathaus, un hôtel de ville peint, puisque c'est l'architecture Renaissance rhénane supérieure. On va être devant la corporation des vignerons. Donc, demain, vous logez à Kaisersberg, vous êtes allé à Colmar, toutes ces villes-là, quand vous parlez d'Alsace, vous pensez à vin, à viticulture, à cave. Mais quand vous venez à Mulhouse, vous ne pensez pas à la viticulture. Et pourtant,
Cette petite ville de Mulhouse, elle était, comme les autres villes dont je viens de vous citer, avant au Moyen-Âge, petite, entourée de remparts, et à l'extérieur des remparts, sur les coteaux, du vignoble. Et justement, ce coteau, il existe toujours à Mulhouse. Et il s'appelle toujours le Rehberg, avec 2 B. Parce que Reb, ça veut dire vigne en alsacien, et Berg, c'est la colline. Et donc, on va avoir, sur cette colline du Rehberg, si vous preniez la rue des Raisins, qui est juste là, et bien, elle vous amène aux collines du Rehberg. Mais aujourd'hui, si vous y allez, il n'y a plus de raisins. Vous avez donc c'est après ces petits fours de Noël que vous allez trouver de différentes sortes. Et l'intérêt de ces petits fours, c'est qu'ils soient variés dans un sachet. Donc on en prend de plusieurs goûts. Vous allez aussi trouver de la bière de Noël. Moi j'espère que votre visite s'est bien passée. Il est 11h moins le quart, donc comme prévu. Vous leur donnez combien? Jusqu'à 11h30? 5 minutes. Donc ça vous fait presque 1 heure. Midi moins 20. Et midi moins 20 où on s'est retrouvés, vous savez, devant l'hôtel de ville. Voilà. Oui, j'ai la carte bleue, il suffit de passer commande et je prends un petit paquet avec une confiture au fond. Je commence par qui? Vous voulez quoi? De loi? Je commence par qui? Vous voulez quoi? De loi? Tout à fait.